Je suis Laurent Marchand, je vous présente Luc-Marie Lissal. Bonjour à tous. On est connu un peu dans le monde des formateurs sous ce petit nom de 2L2M, les gens nous appellent comme ça. Et nous sommes vraiment très très heureux de participer à ce bel événement organisé par Ressources Pro. Et on va essayer dans cet atelier conférence de vous donner un maximum d'informations sur le smart marketing qui s'avère être aujourd'hui vraiment une solution extraordinairement puissante pour faire face à la crise et développer son entreprise. Alors que vous soyez un jeune entrepreneur, que vous soyez un entrepreneur avec quelques années d'expérience derrière vous, ou que ce soit une grosse entreprise avec plusieurs salariés, ça fonctionne. C'est même d'ailleurs, plus la société est importante, et plus l'expérience du smart marketing va être un truc absolument révolutionnaire chez vous, qui va à la fois faire du bien à vos équipes, faire du bien à vos résultats, faire du bien à l'énergie qui circule dans votre société, faire du bien à vos fournisseurs, faire du bien à vos clients. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement puissant. Et donc, nous sommes vraiment très, très heureux d'être là pour vous en parler. Donc, si vous avez un bloc-notes, un papier, un stylo, prenez des notes parce que vous allez voir, l'outil est à la fois génial et super simple. Donc, on va avancer ensemble. Donc, booster vos affaires grâce au smart marketing. T'es prêt, Luc-Marie ? Je suis prêt. Alors, on va y aller. Ce qu'on va vous proposer dans cette conférence, c'est assez simple en fait. On va vous proposer un outil qui est vraiment simplissime pour booster vos résultats. Vous allez relancer la machine à succès. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on a connu des périodes un petit peu difficiles avec la crise financière. Donc, je ne sais pas dans quel système vous êtes là et à quelle position vous êtes. A priori, si vous regardez cet atelier conférence, c'est probablement parce que vous avez besoin d'aller chercher des résultats et besoin d'aller chercher un peu une nouvelle énergie dans votre entreprise. C'est tout à votre honneur, c'est absolument magnifique. Là, on vous a mis deux exemples, qui sont l'effet Steve Jobs et l'effet Google. L'effet Steve Jobs, c'est quand même quelque chose d'hallucinant. C'est hallucinant. Steve Jobs crée Apple Computer. Il travaille le design, la typographie, il travaille sur les effets d'ergonomie. Et la société grandit. Il rajoute du design, il fait des ordinateurs bizarres, avec des formes rondes, avec des couleurs, etc. Et le truc explose. Et c'est un tel succès que Apple, on pourrait être considéré comme une société qui ne bougera jamais. Il s'en va, Apple chute. Pourtant, même client, même produit, même design, même intelligence ergonomique, même réflexion en R&D, Apple se casse la gueule. Le mec revient, on l'appelle en disant viens, s'il te plaît, voilà. Il revient, Apple explose une nouvelle fois. Le mec meurt, Apple rechute. C'est juste incroyable, c'est-à-dire que le mec est tellement charismatique que la société fluctue en fonction du fait qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Et c'est pas parce qu'il est particulièrement fort, c'est parce que c'est un être humain particulier. Et les gens ont envie de suivre cet être humain particulier. Sergey Brin et Larry Page, chez Google, ils sont sortis du rail du management traditionnel, ils sont rentrés dans quelque chose de beaucoup plus innovant. C'est une espèce de grande cour d'école où on va chercher des tronches et on fait en sorte que les mecs s'amusent dans un environnement agréable, etc. Et ça prend... C'est colossal, tout le monde a envie d'aller y travailler, tout le monde est bien sur place, personne ne s'en va. Ils financent des projets personnels, c'est une espèce de management innovant, ultra innovant. Et ça explose. Ils inventent plein de trucs, ils ont de l'argent, ils rachètent des succès, ils applaudissent des concurrents, c'est un truc de dingue. Mais dès qu'ils se mettent à revendiquer cette différence, ils sont critiqués. Il y a un film qui est sorti aux États-Unis qui s'appelle Les Stagiaires, avec deux acteurs américains qui sont Vince Vaughn et je sais plus qui est l'autre. Bref, et en fait, ce sont deux mecs de Quadra qui sont stagiaires chez Google. Ce film a été ultra critiqué parce qu'on faisait de l'apologie d'un système. Et les gens, même si ce système est génial, ils veulent pas qu'on fasse l'apologie d'un système. C'est tout. Et donc, plus on revendique la différence et presque l'innovation et l'enthousiasme autour de ce système-là, plus les gens sont critiqués. Ils ne veulent pas. Et donc, c'est pas possible. Donc, à chaque fois que ils arrêtent dans leur communication de dire qu'ils sont des gens innovants et originaux. D'un seul coup, on adhère une fois de plus à Google. Pas parce que le produit est pas bon et une fois est bon, etc. C'est toujours le même.
il est toujours de plus en plus innovant et tous les produits qui sont autour et qui sont rattachés sont aussi des produits innovants. Donc on pourrait que se féliciter. En fait, non, les gens ont aussi un avis sur la revendication publique de ce qu'ils font, de ce succès-là. Et on pourrait en citer d'autres. Richard Branson, vous connaissez, c'est Virgin. Xavier Niel, c'est Free. Si vous êtes à l'autre bout du monde, vous ne connaissez pas, mais sont vraiment des ou Louis Gallois, qui, quand il était à la SNCF en France, a réussi à fédérer une espèce de lien social entre tous les gens de la SNCF. C'était devenu une famille. Mais du petit cheminot stagiaire au mec cadre dans les bureaux, tout le monde était dans une espèce de mouvance de relations, de collaboration, et c'était extrêmement fort. Et Louis Gallois, où qu'il aille, il fait ça, et ça fonctionne. Et Xavier Niel, aujourd'hui, il dit pas « je suis un gros parmi les gros, et je vais arriver à détrôner les pontes ou les dinosaures du marché », il dit « non, moi je suis une petite boîte, je m'amuse au milieu des gros, et ça me fait plaisir ». Et donc, tout le monde s'amuse, et ils ont le sentiment de s'amuser. Richard Branson, c'est quoi son discours? Il dit « ne mettez pas de l'éthique, des valeurs et de l'amusement dans votre entreprise, c'est justement sur ces valeurs, cette éthique et cet amusement que doit se fonder l'entreprise. Presque mettez de l'entreprise dans la joie, et ça changera tout. » Et le point commun de ces gars-là, c'est que le succès vient du fait qu'ils ne revendiquent pas le succès. Ils misent tout sur l'efficacité relationnelle. Et l'efficacité relationnelle, c'est ça le smart marketing. Le fait de ne pas revendiquer le succès, le fait de ne pas aller chercher la vente, le fait de tout miser sur l'efficacité relationnelle. Et aujourd'hui, avec Luc Marie, après 2 ans de travail, d'études et de tests dans nos ateliers, dans les entreprises, etc., on se rend compte que les résultats de ça, c'est-à-dire ne pas revendiquer le succès et tout miser sur l'efficacité relationnelle, c'est absolument colossal. Tu veux rajouter quelque chose? Non, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Alors on avance. Donc le smart marketing, c'est ça, c'est l'efficacité relationnelle au service du succès de l'entreprise et pas au service du succès de l'entrepreneur. Et ça, c'est la différence. C'est ce qui fait que le succès d'Apple, c'est le succès d'Apple, mais pas forcément le succès de Steve Jobs. Le succès d'Apple, c'est pas le génie de Steve Jobs, même si ça a un lien, tout le monde différencie ça dans sa tête. Et ça fonctionne parfaitement. Donc là, on va essayer de l'adapter aux 3 facteurs incontournables du succès qui sont un bon état d'esprit, une bonne organisation et un bon produit. Donc j'allais très vite pour situer le contexte. Maintenant, vous allez voir, on va passer à l'étape presque de mise en pratique. Bon. Un bon état d'esprit, c'est assez simple. C'est-à-dire que si on veut mettre ça en place, il faut sortir évidemment de la volonté de diriger. C'est-à-dire qu'on arrête avec la volonté de créer des sociétés pyramidales avec un qui est le chef qui réfléchit et les autres en dessous qui exécutent. On sort de ça et on s'inscrit dans un mouvement collectif. Comment on pourrait illustrer le mouvement collectif? Tout simplement avec un petit croquis qui définirait les choses au sens propre. Vous prenez un cercle, un collier en fait sur lequel il y aurait des perles, et on peut identifier que chacune des perles est un collaborateur avec, suivant le statut du collaborateur, une couleur différente. Mais on est tous sur le même cercle. Et le dirigeant dans cette configuration-là? Le dirigeant fait partie lui aussi du cercle. Il pourrait être la balle rouge, la perle rouge qui serait dans le cercle, mais il serait au même niveau que ses collaborateurs avec sa responsabilité de dirigeant. Et une fois que le dirigeant s'inscrit dans cette volonté, dans ce mouvement collectif et collaboratif, c'est pas pour autant qu'il va perdre sa responsabilité, c'est pas pour autant non plus qu'il va perdre sa crédibilité. Ce sera toujours le directeur, ce sera toujours lui qui aura le dernier mot sur les décisions à prendre. Mais il s'inscrit dans un mouvement collectif où tout le monde va participer à mettre son temps, son énergie et son savoir-faire au service du résultat ou d'un succès. Mais c'est pas le succès de l'entrepreneur, c'est le succès de l'entreprise dans lequel tout le monde travaille. Donc il faut croire aussi à l'efficacité relationnelle, parce que si on pense que les gens peuvent pas se saquer, que l'homme est un loup pour l'homme, etc., donc effectivement on part avec d'un mauvais pied. Mais quand on fait confiance dans l'efficacité relationnelle, et dans le fait que quand 2 personnes collaborent avec intelligence, avec une bonne volonté, avec bienveillance, les résultats puissent être extraordinaires. Quand on comprend ça, quand on le croit, on peut le comprendre, on peut le voir et on peut l'expérimenter, quoi. Donc ça, vraiment, il faut croire dans l'efficacité relationnelle. Il faut aussi comprendre l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, parce qu'on a été élevé comme ça, parce que c'est une croyance collective, que le mouvement de masse crée le chaos. Il se trouve que l'histoire nous a montré plus souvent
des mouvements de masse créent le chaos que des mouvements de masse créent une expérience magnifique. Mais en fait, il s'agit juste de l'intention avec laquelle la masse se constitue. Mais si l'intention de la masse, c'est de vraiment faire quelque chose qui soit bienveillant pour le monde, l'univers ou un projet quelconque, d'un seul coup, cette espèce de force de la collectivité va être colossale et va apporter des résultats énormes. On continue ? On continue. Devenir garant de la raison d'être et des valeurs. Si on est le dirigeant, si on est un manager, c'est ça notre job. C'est juste ça. Devenir le garant de la raison d'être et des valeurs. Qui sont pas la raison d'être de l'entrepreneur, mais toujours la raison d'être de l'entreprise. L'entreprise, elle a été créée pour un but particulier. Notre entreprise, elle a été créée pour proposer à des entreprises de faire des formations qui vont accélérer la réussite de cette dite entreprise. Mais la raison d'être de notre société, c'est pas la raison d'être de moi, personnellement, Laurent Marchand, ou Luc Marie, personnellement, dans sa vie. Ma raison d'être, elle est différente de la sienne, elle est différente de la mienne, et nos deux raisons d'être sont différentes de celles de la société. Donc il faut être le garant de la raison d'être de la société et des valeurs de la société, qui sont, là encore, pas forcément les mêmes que les valeurs du dirigeant. Un truc sur les valeurs pour expliquer un peu le distinguo ? Je crois qu'effectivement, il faut vraiment créer le discernement entre ces valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise. Et elles sont à la fois, elles peuvent être dissociées, elles peuvent être uniques et elles peuvent aussi fusionner. On peut aussi avoir un dirigeant qui a les mêmes valeurs que son entreprise, mais c'est pas indispensable. Et une entreprise peut fonctionner de manière très cohérente et très saine avec une raison d'être appartenant à l'ensemble des collaborateurs. Voilà. Donc, en fait, il faut pas s'inscrire dans le projet enfin, 100% de notre personnalité va s'inscrire dans le projet. Non, ce qui s'inscrit dans le projet collectif, c'est mon temps, mon savoir-faire et mon énergie. Mais après, je sors du projet collectif où je me suis bien marré avec tous mes potes pour créer justement le succès de ce projet, de ce produit, ou etc. Et après, je rentre chez moi avec ma raison d'être personnelle, mes valeurs personnelles que je partage avec ma femme. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des interactions entre l'entreprise et la vie privée en termes de raison d'être et de valeurs, mais c'est pas obligatoire. Mettre à disposition des outils. Évidemment, les outils, c'est quoi ? C'est l'ordinateur, c'est le téléphone, c'est les bureaux. On met à disposition de ce collectif, on met à disposition des outils et on réfléchit à qu'est-ce qui manque comme outil. Et quand il manque des outils et qu'on se rend compte que ça peut faire évoluer le groupe, on les met. Ensuite, on réfléchit aux forces. Les forces, ce sont les gens qui constituent le projet, ce sont les ressources. Et ces forces-là, quand on les connaît bien, eh bien, on arrive à déterminer en fonction de ce que chacun veut faire, on arrive à déterminer où les forces sont en action et où, en fait, il y a une fuite parce qu'il manque une force pour l'action.